C'est 19 octobre 2015 quand les acteurs de la décentralisation et du développement local ont procédé au lancement des activités du projet de promotion de la participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales. L'on ne s'imaginait pas qu'un réel engouement allait être noté. Ce projet d'une durée de 3 ans est conçu comme un cadre fédérateur permettant à plusieurs partenaires de mutualiser leurs ressources afin d'avoir un meilleur impact dans les collectivités territoriales. Le sens du budget participatif dans ce contexte de territorialisation des politiques publiques est bien perçu par les acteurs territoriaux. Le budget participatif, pour un maire, en tout cas, c'est salutaire. Parce qu'il s'agit juste d'impliquer les populations donc, dans la gestion de la commune, de leur cité. Parce que nous sommes élus pas pour décider à leur place, mais nous sommes élus pour juste coordonner, en tout cas conduire donc, le développement de la commune. Dans le cadre du budget participatif, les populations sont associées en amont comme en aval, c'est-à-dire depuis le diagnostic, l'élaboration ou la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques locales. Donc c'est extrêmement important. Le budget participatif a été une initiative heureuse dans le cadre de la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans l'acte 3 de la décentralisation. Et il est important que cet axe qui met l'accent véritablement sur la gouvernance budgétaire puisse revêtir le plus grand intérêt pour les citoyens. Très tôt, les initiateurs du projet ont pris les bonnes dispositions. La charte graphique ainsi que les éléments sonores et visuels sont au point. Le cadre du résultat validé. Le tempo est donné pour une mise en route du budget participatif dans 45 collectivités pour sa première année de mise en œuvre. Pour ce faire, il fallait maîtriser des préalables. L'information est partagée à travers une caravane de sensibilisation. Au total, 14 régions sont visitées, avec une bonne pénétration auprès de 7 875 membres des communautés issus de la société civile. Aucun segment n'est laissé en rade. Le résultat se fait sentir. Le budget participatif consiste à impliquer les populations dans l'élaboration des priorités déjà et dans la mise en œuvre. L'essentiel ou l'intérêt pour cette démarche, c'est non seulement une démarche de transparence, mais également d'implication des populations à la mise en place ou la création d'édifices et d'infrastructures qui les concernent. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'on est dans une dynamique qui va nous pousser à associer davantage les populations. Parce que quand on nous dit c'est un budget participatif et qu'il y ait une conditionnalité qui fait que nous sommes obligés d'associer les populations. Je pense que c'est intéressant et au fur et à mesure, les populations vont s'intéresser dans ce que les collectivités locales vont faire, mais également les collectivités locales vont faire des choses qui émanent des populations et non pas des choses qui émanent exclusivement des collectivités locales. Un focus particulier a été mis sur le renforcement des capacités des acteurs. D'abord, une 60aine d'autorités administratives ont été formés sur la pratique du budget participatif pour une acceptation du processus. Comme vous le savez, le budget est approuvé par l'autorité administrative, à l'occurrence le représentant de l'État auprès des communes et des départements. À ce titre, ces autorités-là ont besoin d'être renforcées en capacité, donc en vue de mieux prendre en charge donc, ces questions de budget participatif, donc de la participation citoyenne, donc dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement local. Ensuite, 21 assistants à la maîtrise d'ouvrage et agents des services techniques ont élevé leur statut, passant de facilitateur à superviseur. Les outils qui me sont donnés au cours de cet atelier vont me permettre de me positionner comme une vraie formatrice qui pourra aider ces groupements, ces structures avec lesquelles je travaille. Enfin, les élus des collectivités territoriales sont formés pour améliorer leur leadership dans le portage des activités. Avec une forte tonalité genre, particulièrement dans la zone nord, grâce à l'implication d'ONU Femmes et du mouvement citoyen.
Je pense que la pertinence, c'est d'abord outiller les acteurs du développement local pour mieux prendre en charge et faire une meilleure planification au niveau local qui vraiment soit sensible au genre, n'est-ce pas, et dans tout le processus. C'est une formation de formateurs, donc c'est les structures d'appui aux collectivités locales. Au sortir de la formation, ils auront tous les outils et documents nécessaires pour accompagner les collectivités locales. Et aussi un plan d'action sera élaboré pour aller vers ces collectivités et dérouler les connaissances qui ont été acquises pendant cette formation. L'esprit de transparence a aussi traversé la mise en œuvre du projet. 16 accompagnateurs détiennent désormais des outils spécifiques pour animer, concevoir et dérouler des stratégies, des cartographies, des diagnostics axés sur les modalités de lutte et de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales. Suite à l'intervention d'un professeur de géopolitique à l'université de Bucarest, en Roumanie. Pour faciliter la mise en œuvre du projet dans les collectivités territoriales, un important effort est noté dans la production d'outils et instruments. Plusieurs guides pratiques sont mis en place. Les spécificités genre, enfance et changement climatique sont mises en exergue dans la planification et la budgétisation et la gestion des affaires locales. Toutefois, le processus mérite un encadrement plus soutenu. Évidemment, je souscris aux propositions qui sont faites d'expérimenter un processus, des méthodes, des outils. Ce qui a été fait, mais je crois que ce projet permettra de consolider les démarches, les outils pour qu'on puisse véritablement légiférer sur une base qui puisse être mise en œuvre, appropriée par les populations. Autre activité menée par le projet, c'est la conception et la mise en place d'une application informatique pour la fiabilisation et la transparence dans la fiscalité locale dans 2 collectivités territoriales test. Les pouvoirs publics locaux et acteurs non étatiques sentent désormais la nécessité d'instaurer du dialogue social par des mécanismes juridiques durables et susceptibles de bâtir des consensus porteurs de projets de société. D'où l'importance d'une charte de l'inclusion sociale et du droit à la cité. Le projet en fait son cheval de bataille. Cette charte-là me paraît très importante dans la mesure où elle va être comme un guide pour les collectivités locales qui veulent s'engager sérieusement et sincèrement dans des processus participatifs, de pouvoir avoir un outil qui les guide dans la façon de faire participer les populations. C'est très important pour nous parce que nous considérons que c'est un impératif que nous devons prendre en compte dans nos politiques publiques, dans nos formulations de projets et programmes, dans tout ce que nous faisons pour les populations. On ne fait pas pour les populations. On ne doit pas faire pour les populations. On doit faire avec les populations. C'est pourquoi, avec la nouvelle réforme de la politique de décentralisation communément appelée Acte 3 de la décentralisation, qui consacre une responsabilisation plus accrue des collectivités locales dans la gestion de leurs propres affaires, il est important de s'entourer d'instruments et d'outils qui garantissent un enrichissement des délibérations et de l'action publique locale. Ces préalables maîtrisés, la signature de 45 conventions de financement d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA a été l'aboutissement de la tenue de 45 forats et l'approbation de 45 documents budgétaires par les autorités administratives. Partout, dans les 45 collectivités territoriales, le processus commence à prendre forme. Dans la répartition sectorielle des investissements, l'éducation 32%, la santé 18% et l'hydraulique 14% arrivent en tête des besoins, suivi des activités socio-économiques 13%. Un important travail est mené dans l'accompagnement des élus locaux pour la résorption du gap infrastructurel. Ce qui est important à ce niveau, à cette échelle verticale, je pense que c'est la volonté réaffirmée et saluer cette révolution silencieuse un peu qui a été accompagnée par le PNDL, d'avoir éjecté autant de ressources sur la base de critères objectifs et en les démocratisant
au niveau de l'ensemble des collectivités locales du Sénégal. Des contraintes ont été notées. Il s'agit, entre autres, de la difficile mobilisation des ressources financières devant permettre une mise en œuvre diligente des microprojets, compte tenu de l'insuffisance des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales pour le suivi de tout le processus. Néanmoins, de réels enjeux ont été notés au cours de la mise en œuvre. Les enseignements qu'on en a tirés ont été très encourageants. En termes de mise en place des cadres de concertation entre élus et citoyens, en termes de prise en charge des besoins essentiels des citoyens dans les politiques publiques, notamment dans le budget, qui est la traduction financière de la politique publique, en termes de rapprochement des citoyens de leurs institutions, en termes d'articulation des besoins et de changement des priorités. Parce que la collectivité locale va gagner doublement. Donc ça va faciliter l'adhésion des populations donc aux politiques définies par l'instance locale, mais également les populations pourront comprendre si certains projets ne sont pas exécutés convenablement, sachant déjà que c'est faute de moyens de la collectivité locale. Donc ça va participer à une paix sociale même au niveau des collectivités. Donc c'est une démarche à encourager. Au total, après une année et demie de mise en œuvre, 75 collectivités territoriales sont enrôlées. Des perspectives intéressantes s'offrent à l'État du Sénégal dans son ambition de diffuser plus largement la pratique du budget participatif dans tout le pays. Il pourra grandement compter sur la volonté et l'engagement du PNDL, d'Enda Ecopop, d'ONU Femmes, du mouvement citoyen, avec notamment le soutien d'Osiwa.